Le Parc des Princes, cœur battant du football parisien, a été témoin de décennies d'émotions, de victoires et de souvenirs inoubliables. Pour Di Maria, c'est bien l'Argentin qui s'élance et qui ouvre le score 1-0 pour le Paris Saint-Germain grâce à André Di Maria. Ces chants, cette ferveur font du Parc des Princes un lieu sacré pour tous les amoureux du PSG. Ici c'est... Merci. Bienvenue dans l'histoire du Parc des Princes. Avant 1855, le site du Parc des Princes était une vaste forêt prisée par la noblesse pour la chasse et les promenades. Cette forêt faisait partie des terres royales, d'où le nom Parc des Princes. Tout commence alors le 18 juillet 1897 avec l'inauguration d'un stade vélodrome situé à l'ouest de Paris, près du bois de Boulogne. Sa construction fait suite à un besoin de disposer d'un site de grande capacité pour les compétitions cyclistes, mais aussi pour les matchs de football qui commençaient à se populariser à la fin du 19e siècle. Le 14 novembre 1897, le premier match de rugby s'y déroule, opposant une équipe française à des Anglais de Swindon. Quelques semaines plus tard, le 26 décembre 1897, c'est désormais le football qui fait son apparition au parc, avec une rencontre opposant le club français à une équipe du Standard Racé, improvisée sous le nom d'English Ramblers. À l'époque, le football est encore peu connu en France, et seulement 500 spectateurs assistent à la rencontre. Parallèlement, Henri Degrange, fondateur du journal Le Taux, un quotidien sportif français, et Jacques Godet, son successeur, sont propriétaires du parc et jouent un rôle clé dans son développement. Dès le début du XXe siècle, le concept de club résident se met en place et le Racing Club de France devient alors l'utilisateur principal du stade, suivi plus tard par d'autres équipes. Le parc accueille aussi des événements majeurs, comme le premier match officiel de l'équipe de France de football sur le sol français en 1905 contre la Suisse. Un an plus tard, en 1906, c'est le 15 de France qui dispute son premier match contre la Nouvelle-Zélande. Devant le succès de ces manifestations, la capacité du stade sera alors augmentée, passant à 10 000 places avant la Première Guerre mondiale, puis 20 000 à l'occasion des Jeux Olympiques de 1924 qui se déroulent à Paris. À l'origine, le Parc des Princes est censé être le stade olympique principal, mais faute de financement de la ville de Paris, c'est finalement le stade de Colombes qui est alors choisi. Ce dernier, agrandi à 60 000 places, relègue alors le Parc des Princes au second plan pendant plusieurs décennies. En revanche, malgré cela, le stade continuera d'accueillir des événements marquants. En décembre 1938, les soldats américains restés en France après la Première Guerre mondiale y organisent le premier match de football américain disputé sur le sol français devant 25 000 spectateurs. Le Parc des Princes, initialement conçu pour le cyclisme, commence alors à s'imposer petit à petit comme un lieu emblématique du sport à Paris. En revanche, dans les années 1960, il devient évident que le Parc des Princes devient vieux et obsolète, et il faut donc construire un stade plus moderne, adapté aux exigences du football international. La décision de reconstruire un nouveau parc survient alors à la fin des années 60, après que la France ait obtenu l'organisation de compétitions majeures comme les Jeux Olympiques de 1968. La ville de Paris et la Fédération française de football souhaitent alors un stade qui puisse accueillir des matchs internationaux avec une grande capacité et un design moderne. Le projet du nouveau Parc des Princes est alors confié à l'architecte Roger Taillibert, reconnu pour son travail innovant. L'objectif est donc de créer un stade totalement révolutionnaire pour l'époque, avec un design épuré et fonctionnel. Mais ce qui marquera le plus cette nouvelle construction, c'est l'utilisation de béton préfabriqué pour les tribunes et l'installation de toits suspendus, une technologie audacieuse à l'époque qui permettait à la structure de tenir sans nécessiter de piliers, rendant ainsi l'espace intérieur totalement dégagé. Le projet comprenait également des tribunes en gradin, une courbe élégante et un design futuriste inspiré de la forme d'une coupe de champagne. Le Parc des Princes était donc une véritable innovation architecturale pour l'époque, un modèle de modernité. La construction débute alors au début des années 1970
et le résultat fut à la hauteur des attentes. Le nouveau Parc des Princes est inauguré le 18 février 1972 lors d'un match amical entre la France et l'Angleterre. Un moment marquant dans l'histoire du football français, puisqu'il s'agissait du premier véritable stade moderne de ce genre, capable de recevoir 48 000 spectateurs. Le Parc des Princes devient donc rapidement le stade de référence en France, seulement problème, il n'a pas encore de club résident attitré. À cette époque, le Paris Saint-Germain est un club tout jeune fondé en 1970 à la suite d'un projet de fusion entre le Stade Saint-Germain et un groupe d'entrepreneurs souhaitant créer un grand club à Paris. Lors de ses premières saisons, le PSG évolue principalement au Stade Saint-Georges-Lefebvre à Saint-Germain-en-Laye, puis au Stade Jean-Bouin et au Stade Charletti pour quelques rencontres. Mais un club ambitieux comme le PSG a besoin d'une enceinte à la hauteur de ses ambitions. En 1974, la montée du Paris Saint-Germain en première division coïncide parfaitement avec une opportunité majeure. En effet, la ville de Paris, propriétaire du Parc des Princes, souhaite voir son nouveau stade devenir la maison d'un club parisien. C'est alors dans ce contexte que le PSG, soutenu par le maire de Paris et la direction du stade, obtient l'autorisation d'y jouer ses matchs à domicile à partir de la saison 1974-1975. En s'installant définitivement dans l'un des stades les plus modernes d'Europe, le PSG va alors gagner en crédibilité et en prestige. Dès lors, une véritable histoire d'amour se noue entre le club, son stade et ses supporters, faisant du Parc des Princes bien plus qu'un simple stade. En août 1992, un tournant majeur se produit dans l'histoire du Parc des Princes puisque Canal+ prend le contrôle de la société d'exploitation Sport et Événements, une entité fondée en 1990 par Jean-Claude Darmon, pionnier du marketing sportif en France, et Michel Denisot, journaliste et dirigeant de Canal+. La société détenait la concession du parc, ce qui signifie que le PSG, qui louait toujours son stade, versait alors son loyer directement à la chaîne. En parallèle, la ville de Paris percevait 8% des recettes de la société avec un minimum garanti de 4,3 millions de francs. En revanche, à la fin des années 90, un événement va bouleverser le rôle du Parc des Princes, l'inauguration du Stade de France en 1998. Ce nouveau stade, plus moderne et plus grand, devient le Stade national français et les finales de Coupe de France, les matchs de l'équipe de France et de nombreux autres grands événements vont alors être délocalisés à Saint-Denis. C'est alors ainsi qu'en mai 1997, le Parc des Princes accueille sa dernière finale de Coupe de France et en novembre de la même année, le 15 de France y dispute son ultime match face à l'Afrique du Sud. Face à ces changements, la ville de Paris décide alors en 1999 d'étendre pour 15 ans la concession du Parc des Princes à la société d'exploitation, Sport et Événements. Un accord qui vise à compenser les pertes de revenus liées au départ des grandes compétitions vers le Stade de France. C'est alors dans ce contexte que le PSG va s'imposer comme le club résident principal du parc et en février 2002, il y installe même son siège dans un nouveau bâtiment. À cette époque, une cohabitation avec le Stade français, le club de rugby parisien, est envisagée. Dans un premier temps, quelques matchs se joueront au parc, notamment la finale de la Coupe d'Europe de rugby en 2001, mais rapidement, le PSG devient réticent, mettant en avant les risques pour la pelouse. Cette situation complique alors l'accès du Stade français au Parc des Princes et le club de rugby finit alors par se tourner vers d'autres solutions. Quelques années plus tard, en 2006, Canal+ décide de revendre le PSG à un consortium composé du fonds d'investissement américain Colony Capital, du fonds français Butler et de la banque Morgan Stanley. Avec cette vente, la concession du Parc des Princes passe donc sous leur contrôle. Mais à l'approche de l'Euro 2016, ayant lieu en France, la ville de Paris veut moderniser son stade. En 2009, elle lance alors un appel d'offres pour des travaux de rénovation. Colony Capital, désormais propriétaire du PSG, est alors le grand favori pour obtenir la gestion du parc sur le long terme. Finalement, en 2012, un accord est trouvé, un groupement mené par Vinci et le PSG
récupère la gestion du stade pour 6 décennies, mais sans en devenir propriétaire, via un bail amphithéotique. Avec ce nouveau bail, le PSG peut enfin lancer des rénovations majeures, et en 2014, les premiers travaux commencent pour préparer l'Euro 2016. Vestiaires agrandis, nouveaux espaces VIP, restauration des tribunes ou encore modernisation des infrastructures, tout est fait pour améliorer l'expérience des spectateurs et répondre aux nouvelles exigences du football moderne. En 2016, après 2 ans de travaux et 75 millions d'euros investis, le Parc des Princes est alors officiellement prêt pour accueillir des matchs de l'Euro. En revanche, malgré ces améliorations, un problème persiste, la capacité du stade. En effet, avec ses plus de 48 000 places, le Parc des Princes ne correspond pas aux standards des plus grands clubs européens et le PSG souhaite donc agrandir son stade. En revanche, en raison de l'ampleur des travaux à réaliser, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade, ainsi que dans ses environs, le projet ne peut être concrétisé avant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Également, malgré plusieurs demandes, la mairie de Paris refuse de céder le stade au club, conditionnant ses travaux à un rachat complet du parc. Une position qui va rapidement entraîner des tensions et des conflits autour de l'avenir du Parc des Princes. Depuis plusieurs années, un différend oppose la maire de Paris, Anne Hidalgo, au président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, concernant l'avenir du Parc des Princes. Le club, de son côté, souhaite acquérir le stade afin d'entreprendre des travaux d'agrandissement et de modernisation, mais la municipalité, propriétaire du stade, refuse de le vendre, préférant proposer un bail de longue durée. En 2015 pourtant, Anne Hidalgo affichait son soutien à l'idée d'augmenter la capacité du Parc des Princes à 60 000 places, partageant ainsi la vision de Nasser Al-Khelaifi. Mais lorsque la question de la vente du stade s'est posée, les discussions ont rapidement tourné au conflit, mêlant désaccords financiers et enjeux politiques. Le PSG a proposé une offre jugée insuffisante par la mairie, tandis que la ville préférait un bail amphithéotique de 50 ans. Concrètement, la mairie de Paris proposait que le club puisse gérer et rénover le stade, sans pour autant en devenir propriétaire. À la fin de ce bail, le stade reviendra ensuite à la mairie, avec toutes les améliorations faites par le locataire, en l'occurrence donc le PSG. Une décision qui ne plaisait pas au président du PSG, et les tensions s'intensifiaient encore plus en janvier 2023, lorsqu'Anne Hidalgo déclarait que le Parc des Princes n'était pas à vendre et ne serait pas vendu. En réponse, le PSG exprimait alors sa déception, soulignant que sans acquisition, il ne pourrait alors pas investir massivement dans la rénovation du stade. Face à cette impasse, le club a récemment décidé d'envisager la construction d'un nouveau stade sur différents sites en région parisienne. Pour l'instant, l'avenir du Parc des Princes reste donc toujours très flou, et entre tensions politiques et ambitions du PSG, difficile de savoir ce que deviendra ce stade mythique.